Donc, bonjour à toutes et à tous. Sur ce webinaire que nous organisons avec un petit partenariat avec nos collègues de la MONA, puisque on a décidé d'aborder cette problématique de l'accueil des travailleurs saisonniers sur les territoires touristiques, qui concerne quand même, c'est bien une problématique sur un certain nombre de territoires où il y a des tensions, et il nous semblait vraiment pertinent d'aller chercher des bonnes pratiques dans le réseau. Alors, nous, sur la Normandie, on avait échangé à l'occasion d'une manière un peu informelle comme ça avec l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel, avec Hervé Biergeon qui est présent ce matin pour nous faire son retour d'expérience, voilà, sur des dispositifs et des projets qui avaient été mis en place sur l'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. On s'est dit, tiens, c'est vrai que c'est un sujet qui mériterait d'être valorisé pour le réseau. Quand on a fait le tour, nous, sur la région Normandie, c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu forcément, ou alors on n'avait pas eu connaissance d'initiatives sur le sujet, et on a l'habitude de travailler, nous, en tant que Fédération régionale des offices de Normandie, avec d'autres relais territoriaux, dont nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, où on a des liens très réguliers. Et la MONA nous a dit, tiens, je sais que sur Rochefort, il se trame des choses, et j'ai pris contact du coup avec Stéphane Rocheteau et de l'Office de tourisme de Rochefort-Océan en Charente-Maritime, et son collègue Samuel Courtois de l'agglomération Rochefort-Océan, où justement il y a eu tout un tas d'actions et de dispositifs déployés par l'Office de tourisme et l'agglo pour favoriser l'accueil des travailleurs saisonniers sur le territoire, entre autres. Donc, du coup, le pont était fait, le lien était fait pour pouvoir aborder concrètement ce sujet-là et essayer de vous inspirer. L'objectif, voilà, de ces petits ateliers réseau que nous, on a l'habitude de créer, de faire en Normandie. On organise un certain nombre de rendez-vous en présentiel, en visio. C'est vraiment des temps d'échange pour s'inspirer. N'hésitez pas à interpeller nos témoins du jour. Donc, on va procéder de la manière suivante. On va avoir donc nos invités néo-aquitains qui vont ouvrir le grand bal des témoignages aujourd'hui, donc avec Stéphane Rocheteau et Stéphane Courtois de Rochefort-Océan. Vous allez pouvoir… Samuel, c'est pas grave. Excuse-moi Samuel, pardon. Samuel Courtois. On ne s'appelle pas tous Stéphane sur Rochefort-Océan. C'est l'émotion. Et du coup, voilà, vous allez débuter votre retour d'expérience. Moi, je vous invite à, si vous avez des questions auprès de Samuel et Stéphane, soit de les poser dans le petit module de discussion, ou de les poser en direct après la présentation de Stéphane et Samuel. On fera un premier jet de questions. Et ensuite, on aura le deuxième témoignage d'Hervé Biergeon, directeur de l'Office de tourisme du Mont-Saint-Michel-Normandie, justement, qui nous fera également son retour d'expérience sur les dispositifs déployés sur son territoire. Donc, on y va? On y va. Allez, let's go. Bon. Alors, donc Stéphane, tu mets en place le PowerPoint. Donc, bonjour à tous. Donc, en fait, donc, au niveau de la communauté d'agglomération, je suis directeur tourisme grand projet nautisme et sport. La communauté d'agglomération donc a la compétence tourisme depuis 2016 et dispose d'un bras armé qui est donc un office de tourisme communautaire que vous présentera tout à l'heure en détail Stéphane. Alors quand même, avant de parler de la problématique des saisonniers, on va juste vous planter un peu le décor. Alors pour certains, évidemment, ça va être un rappel, mais donc Rochefort-Océan, c'est un territoire de 25 communes qui représente 63 500 habitants. On est idéalement situé en fait donc au cœur de la Charente-Maritime. Et cette situation en fait idéale, elle permet aux gens donc d'avoir en fait un excursionnisme très important, des gens qui viennent d'Oléron, de La Rochelle, des territoires voisins, et aussi des clientèles qui séjournent sur le territoire, de pouvoir rayonner sur l'ensemble du département. En termes de vie touristique, donc je vous laisse
prendre connaissance. Donc, on a 43 200 lits touristiques. Mais ce qui est important chez nous, c'est qu'effectivement, on a 62% de lits non marchands. Donc, on a énormément de résidences secondaires. Sur un petit peu la qualification, on a quand même 3 communes qui sont classées stations de tourisme. Donc, on a Port-des-Barques, la commune de Fouras-les-Bains, ainsi que la commune de Rochefort. Et puis, on a aussi 2 autres communes touristiques, l'Index et la commune de Saint-Laurent-d'Après. Voilà, donc 12 plages, 2 îles. Et on a aussi une singularité qui est donc le nombre important de musées, sites de visite et activités de loisirs. On en a 47. Voilà, ce qui, à l'échelle du département, est assez important. Sur les retombées directes en termes de tourisme sur le territoire, bon, elles sont évaluées à un petit peu moins de 30 millions d'euros de retombées directes. Et vous voyez la part que ça représente au niveau du département. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement aussi en termes d'offres touristiques, de lits touristiques, on est à 6% de l'offre départementale. Donc, vous voyez ce qu'on représente un petit peu en termes de nuitées touristiques. C'est 8% de la part des nuitées au niveau du département. Et sur la question des emplois et des emplois saisonniers notamment, on estime à plus ou moins 1000 emplois saisonniers sur Rochefort-Océan. Voilà, ce qui représente 7,5% du nombre de saisonniers sur le département, qui est lui estimé à 13 585. Voilà un petit peu pour présenter en quelques minutes notre destination. Tu poursuis, Stéphane, peut-être? J'y vais. Donc, après cette photographie, je dirais, du territoire, et outre le sujet qui nous intéresse ce matin, je vous parle très rapidement des objectifs que l'on s'est fixés en termes de promotion. Comme l'a précisé Samuel, on a un nombre de sites de visite, d'activités loisirs importants sur le territoire, à l'échelle du département. On a aussi un atout qui est le grand site de France, puisque toute la partie géographique allant de l'arsenal maritime de Rochefort jusqu'à l'île d'Aix, englobant donc le cours de la Charente et son estuaire, sont classés grand site de France. Et c'est une distinction, je dirais, porteuse de sens. Et on souhaite, pour les années à venir, et ça s'inscrit dans le cadre de notre stratégie que l'on vous présentera très rapidement par la suite, axer, je dirais, la fréquentation de nos clientèles touristiques, mais pas que, puisqu'on s'adresse aussi aux résidences secondaires. Comme on l'a précisé, on a un nombre de lits importants qui sont donc liés à de la résidence secondaire. Donc, c'est avant tout de valoriser cette image de la destination en phase avec l'esprit donc grand site, auprès plutôt des clientèles individuelles, locales. On parle de plus en plus de locatourisme, donc habitants et résidents secondaires. On a axé notre stratégie plutôt sur les clientèles du Grand Ouest, départements limitrophes et les régions voisines, mais dans un axe qui couvre environ 200-300 km, dans un rayon qui reste assez modeste. Clientèle urbaine française, on s'intéresse aussi quand même aux centres urbains importants comme le bassin parisien, même si ce n'est pas la priorité. Et bien évidemment, les excursionnistes en séjour, qui sont donc plutôt des clientèles de proximité. Sachant que cette clientèle d'excursionnisme est importante, puisqu'on a une agence commerciale qui génère un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires dans l'année. Et on est un des offices de tourisme avec cette agence réceptive qui génère la plus grosse activité, une des plus grosses activités du département. Ouais. Ça, c'est lié bien sûr à la richesse du patrimoine bâti et culturel. Ouais. On a juste oublié Stéphane, pardon de te couper, de rappeler quand même qu'on avait une spécificité sur le territoire, c'était le thermalisme, avec Rochefort qui, en vitesse de croisière, accueille quand même 19 000 curistes par an, ce qui la place au 6e rang national. Voilà, petite parenthèse. Mais pas négligeable. Alors, cet office de tourisme, sa présentation, donc statut juridique EPIC, donc un établissement
industrielle et commerciale, établissement public, qui est dépositaire de la marque Qualité Tourisme depuis 2013 et qui est classé en catégorie 1 depuis 2018. En sachant qu'on est dans un renouvellement de classement cette année, donc un travail de qualité qui va nous occuper durant toute l'année en cours. Donc, comme l'a précisé Samuel, une zone géographique d'intervention qui s'étend sur la communauté d'agglomération, soit 25 communes. On est structuré de la manière suivante, un siège administratif qui est basé à Rochefort, où je suis actuellement, et qui concentre tous les services, direction, comptabilité, agence commerciale, mais également communication, services de communication et de promotion. C'est un bureau qui n'est pas dédié, je dirais, à l'accès au grand public. On ne reçoit que les professionnels dans les locaux. 4 bureaux d'information touristique, donc là qui sont bien sûr ouverts au grand public, donc, et qui maillent le territoire, 2 ouverts à l'année, donc celui qui est à Four-à-les-Bains et l'autre à Rochefort, et 2 en saison à l'île d'Aix, donc ouvert de manière saisonnière, des vacances de Pâques à celle de la Toussaint, et Porte des Barques, qui ouvre un peu plus tôt, des vacances de février, et qui ferme également après celle de la Toussaint. Comme vous l'avez observé, la fréquentation dans les murs a tendance à se tasser, voire à baisser sur certains lieux. Donc, depuis 2015, on a développé un accueil en mobilité, donc un accueil hors les murs, qui est donc opérationnel dès les vacances de Pâques et jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est pour nous l'occasion d'aller à la rencontre des touristes, et de leur apporter de l'information, voire de la commercialisation de billetterie, mais également être en contact direct avec les socioprofessionnels, puisqu'on profite de ces tournées en mobilité pour prendre la température auprès des sociopros et puis de les alimenter, enfin de les approvisionner en brochures touristiques selon leurs besoins, etc. Sachant que cette année, alors, ces accueils en mobilité se faisaient à partir de triporteurs. On avait 2 triporteurs électriques. Et cette année, on a acheté un véhicule électrique, un e-expert, pour aller un peu plus loin dans nos tournées. Puisque je ne vous cache pas quand même qu'un triporteur, ça demande force physique et que nos accueils en mobilité prennent de l'âge. En termes de qualification, nos 4 bureaux d'information sont labellisés Tourisme Handicap pour les 4 déficiences, mis à part celui de l'île d'Aix qui, lui, est en mesure, je dirais, de recevoir de manière on va dire confortable tous les déficients auditifs et intellectuels. On compte à ce jour 22 salariés permanents au sein de la structure, 4 étudiants en contrat d'apprentissage, voire un 5e là, qui a pris son poste aujourd'hui. Et puis bien évidemment, durant la saison, l'équipe de conseillers en séjour est renforcée par une équipe de saisonniers dont les contrats s'étalent de 2 mois, donc juillet et août, sur vraiment la haute saison, et 6 mois, donc d'avril à septembre. Okay. Voilà en termes de présentation de la structure de l'Office de tourisme. On va maintenant aborder le sujet. Ouais. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Alors, l'idée, c'était de vous faire rapidement une chronologie, c'est-à-dire finalement comment, au niveau du territoire, on a été amené à prendre conscience en fait de la question de l'accueil des travailleurs saisonniers. Et en fait, le point de départ, c'est 2019. Et cette prise de conscience, elle s'est faite, nous, par le biais du logement. Et en gros, les 5 communes touristiques, elles ont été rappelées à l'ordre par les services de l'État, comme vous le savez, par rapport à l'application de la loi Montagne de 2016, dite loi de modernisation et de développement et protection des territoires de la montagne. Et en fait, l'article 47 de cette convention
en fait, comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur les territoires. Et lorsque le diagnostic conclut à la nécessité de mettre en œuvre une politique locale visant à mieux répondre justement aux besoins, eh bien, la convention qui doit être signée doit définir une stratégie en termes de logement des travailleurs saisonniers, en fixant des objectifs, un plan d'action et les moyens qui seront à mettre en œuvre rapidement et sous forme en fait d'un engagement pluriannuel. En fait, c'est venu comme ça. Alors, ça s'est fait un peu brutalement, puisque en fait, personne au niveau de la Charente-Maritime, considérant la loi montagne, n'avait été alerté sur le sujet, que ce soit les territoires touristiques, les communes classées. Voilà. Donc, on rappelle que en fait, cette loi, elle s'applique que sur les communes qui sont classées. Donc, en fait, chez nous, sur les 5 communes. Donc, on a alerté le département, et le département de la Charente-Maritime, un peu en catastrophe, a conduit en fait un diagnostic départemental au mois de novembre sur les 40 communes concernées par l'application de la loi. Voilà, donc ça représentait 14 communes touristiques et 26 stations classées de tourisme. En fait, elle permet, alors ça a été fait sous forme de questionnaires qui ont été envoyés aux communes, aux prestataires. Elle a permis de démontrer en fait que le territoire de Rochefort-Océan avait surtout un problème au niveau de la commune de l'Île d'Aix, que en fait le besoin sur les autres communes était moindre. Bon, on verra tout à l'heure qu'on a un petit peu affiné les choses. Donc on a à un moment donné, on s'est posé la question, bon, comment fait-on pour pouvoir répondre en fait à cette obligation de la loi, sachant qu'il fallait signer une convention normalement avant mars 2019. Hein, donc, il y avait quand même une certaine forme d'urgence. En fait, on a décidé au niveau de l'intercommunalité que l'établissement, enfin, en tout cas notre direction, allait se positionner comme facilitant la coordination auprès des communes qui étaient complètement démunies sur le sujet. Donc, on a fait cette démarche concertée avec les communes et on a travaillé en fait sur un projet de convention. En fait, notre intercommunalité était la première à signer la convention avec les services de l'État en Charente-Maritime. Donc, d'une part, l'objectif, c'était donc d'améliorer l'accès des travailleurs saisonniers à un logement décent, voilà, et d'autre part, de créer un cadre de suivi entre la demande et l'offre sur les communes classées. Voilà. Donc cette convention, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait pour objet donc de définir les besoins en logement saisonnier des communes. Et donc nous, on a identifié en fait un plan d'action. Et on a identifié 5 actions. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais on y reviendra si vous avez des questions particulières tout à l'heure. Donc, c'était un plan d'action assez modeste, hein, mais en tout cas pour montrer que le territoire était engagé. En fait, c'est ce que voulait surtout l'État. Déjà, ça a été installer une gouvernance adaptée pour suivre la mise en œuvre de la convention. Donc ça, c'était la première fiche action. Ça paraît évident, mais en tout cas, on l'a posé en tant que tel. Deuxième action, c'est améliorer localement la communication numérique des informations pour le logement des travailleurs saisonniers. Donc, vous verrez, Stéphane va vous présenter tout à l'heure l'arsenal de sous-actions qui a été déployé notamment par l'Office de tourisme. Troisième action, c'est la reconversion d'un ancien centre de vacances sur l'île d'Aix, dit Clermont-Fallières, en vue d'y installer un centre d'hébergement qualitatif pour les saisonniers. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, sur l'île d'Aix, il y a une centaine d'emplois saisonniers et l'insularité fait que c'est un problème qui est important. Donc, jusqu'à aujourd'hui, les saisonniers sont logés sur ce centre, mais pas dans des conditions vraiment décentes. Donc là, ça a été le gros projet en fait d'installer un hébergement.
Et puis enfin, quatrième action, c'est la mise en place d'une enquête annuelle auprès des employeurs et des travailleurs saisonniers. Et ça, en fait, pour essayer de répondre à l'objectif de mesurer en permanence, en fait, l'adéquation de l'offre et de la demande. Et puis j'ai oublié une action quand même, c'est qu'on a demandé aux communes d'avoir un registre pour essayer de recenser les demandes des travailleurs saisonniers dans les communes. Voilà, globalement. Alors nous, on a en 2021, je crois que je l'ai mis, on a mis en place donc un questionnaire qui a été envoyé d'une part aux saisonniers et d'autre part aux employeurs. Donc on a eu 38 réponses sur les saisonniers, 36 réponses pour les employeurs. Ce qu'on sent sur le territoire, c'est que, alors, du fait notamment du thermalisme, on a quand même une plage touristique qui s'étend d'avril à octobre en termes d'accueil des travailleurs saisonniers. Évidemment, avec une montée en puissance sur le cœur de la saison, sur juillet-août, mais on a quand même cette caractéristique-là. Donc, ça veut dire que derrière, en traduction de besoins d'hébergement, voilà, bon, ça a quand même un signal. Bon, voilà. Et puis l'enquête, elle a confirmé effectivement qu'on avait beaucoup de travailleurs saisonniers qui étaient des locaux. Donc, en fait, les besoins en hébergement, on a aujourd'hui, grosso modo, surtout une pression sur l'île d'Aix, sur la station de Fouras et dans une moindre mesure sur Rochefort. Voilà. Et les autres communes, en fait, les saisonniers sont hébergés soit dans les établissements, les campings, les centres de vacances directement, soit, comme je vous le disais, ce sont des locaux. Donc, on voit que par rapport au reste du département, la pression, elle est moindre. Voilà. Nous sommes en 2023. Aujourd'hui, la prochaine étape pour nous, c'est de coordonner le bilan de la Convention et de faire une proposition de reconduction au service de l'État sur la base d'un bilan concerté avec les communes, sachant qu'en fait, quand même, la menace pour les communes qui n'auraient pas mis en œuvre soit des actions, soit tout simplement la Convention, c'est de se voir retirer le classement communes ou stations classées de tourisme. Voilà brièvement. J'espère que je ne suis pas trop long au niveau du timing. Il faut me le dire si vous voulez que… Nicolas, tu veux que j'accélère? Pas de problème, Samuel, c'est bon. Ok. Alors, en parallèle, en 2022, et je le signale aussi, on a eu un travail de refonte de notre stratégie de développement touristique. Office de tourisme et Caro, on a mené ce travail en commun. Et alors avec une démarche participative souhaitée, voulue par les élus, associant notamment les habitants, les élus, les prestataires. Et effectivement, alors signaler que la cible des habitants a été intégrée, Stéphane vous l'a dit au début, dans la dynamique touristique du territoire. Ce sont nos premiers clients et nos premiers ambassadeurs. Et utile également de travailler sur cette cible par rapport aux saisonniers. On verra pourquoi dans un instant. Bon, les éléments de contexte, je vous laisse en prendre connaissance. Et puis, donc, parmi donc, les objectifs et les sujets, la question de l'accueil des travailleurs saisonniers a été intégrée dans la stratégie avec une fiche action dédiée. Mais pour vous dire que finalement, on a commencé par réfléchir sur le prisme du logement, et puis après, on a élargi, ça va être les propos de Stéphane, pour se dire, mais finalement, les saisonniers, c'est beaucoup plus global que ça. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on devient un territoire attractif en matière d'accueil des saisonniers. Donc, c'est des questions aussi un peu de marketing territorial, de comment notre destination elle est appréciée par les jeunes, comment on a une offre aussi en soirée, d'animation, etc., qui permettent de favoriser l'arrivée de jeunes saisonniers. Les conditions de logement, bien sûr, en sont une. Et bien, c'est aussi un travail avec les employeurs pour qu'ils aient des conditions d'accueil, de rémunération qui soient justes, légales et aussi attractives. Voilà. Et puis, l'étude qu'on a fait avec les saisonniers nous ont permis de relever
des points de vigilance, notamment sur leur déplacement entre leur lieu d'hébergement et leur lieu d'emploi. Donc, on voit aussi que la question, elle est transversale. Voilà, donc sur les résultats, les objectifs et les résultats attendus, effectivement, c'est ça. C'est de travailler sur l'attractivité, développer une marque employeur Rochefort Océan, en concertation notamment avec tout un tas d'employeurs, de stabiliser une offre d'hébergement dédiée et qualitatif. Et franchement, le sujet de développer une offre d'hébergement, elle est compliquée chez nous, particulièrement chez nous dans un territoire où, si on prend par exemple la commune de Fouras, aujourd'hui, en termes de foncier disponible, en termes d'empilement en fait de tout le cadre réglementaire, la loi littorale, le site classé, etc., il est très très compliqué d'aborder ce sujet-là et d'offrir des réponses comme on l'avait imaginé à un moment donné, par exemple, de créer un petit village où on pourrait mettre des mobilos, où les employeurs pourraient, avec un modèle économique, participer financièrement. On a envisagé en fait pas mal de choses, mais on se heurte beaucoup à cette question-là. Voilà. Voilà pour les résultats. Et alors maintenant, je pense que voilà, Stéphane peut rentrer un peu dans le détail en fait du train de mesure et là qui a été pas mal piloté par l'Office de tourisme. Alors là, vous avez une illustration d'un article qui est sorti hier dans le Sud-Ouest, suite à un communiqué de presse qu'on a adressé à l'ensemble des médias locaux, donc aussi bien presse que radio. On a également interpellé toutes les communes pour les sensibiliser à un dispositif qu'on a mis en place que je vais ensuite vous décrire. Donc ça réagit plutôt bien, en sachant que cette action-là, on l'a entamée il y a maintenant 2 ans. L'année dernière, on avait collecté une vingtaine d'offres de particuliers qui proposaient des hébergements à des loyers relativement modérés, sachant qu'on les accompagne aussi sur on va dire, une fourchette de prix. Ils ont également des avantages fiscaux, puisque s'ils ne dépassent pas un plafond, ce sont des recettes qui sont déductibles des impôts. Donc, c'est également un dispositif incitatif, je dirais, pour proposer des chambres, par exemple, d'enfants, enfin voilà, qui sont aujourd'hui vacantes, puisque la progéniture, entre guillemets, a quitté les lieux. Et c'est un moyen de participer au développement économique de la destination. Puis c'est aussi, je dirais, une œuvre entre guillemets sociale. C'est aussi un partage entre les hébergeurs et leurs hôtes. Donc, parmi les outils qui ont été mis en œuvre, alors bien évidemment, il a fallu d'abord poser le contexte. Et on a rapidement, enfin dès la fin 2019-2020, on a constitué un groupe de travail, pardon, fin 2020-2021, on a constitué un groupe de travail qui était composé de socioprofessionnels, d'élus et de techniciens, afin de définir ces actions à déployer et le fléchage de leur gouvernance. Alors, on s'est appuyé en fait sur des outils que vous connaissez, qui sont les SWOT notamment, pour définir les opportunités et les menaces externes au territoire, les forces et faiblesses de la destination et les opportunités et menaces qui sont environnantes. Ce qui nous a permis en fait de lister tout un ensemble je dirais, d'identifier les actions principales, d'imaginer leur déploiement et de s'appuyer sur les forces vives locales pour définir leur gouvernance et travailler en concertation. Donc ça a été véritablement la première étape qui nous a permis ensuite d'y voir un peu plus clair et de bâtir un plan d'action qui s'étale sur plusieurs années.
et qui nous permet, je dirais, de nous orienter avec plus de justesse sur les problématiques que l'on rencontre et comment y répondre. Alors, parmi les actions, enfin ces sous-actions, on est aujourd'hui présent notamment à l'occasion des forums locaux, des emplois saisonniers, puisque vous avez plusieurs forums qui sont organisés sur les stations touristiques. Je pense en particulier à Foura, mais également à Rochefort, à La Rochelle. Donc, pour nous, c'est important d'être présent sur ces événements. C'est un moyen d'abord de prendre conscience un peu aussi des problématiques, des attentes des salariés saisonniers, enfin, en tout cas des postulants, de leur présenter les dispositifs d'accueil et d'accompagnement qu'on va leur proposer, puisqu'on a également aujourd'hui des kits, alors, sur lesquels je vais ensuite revenir. C'est également l'occasion d'être le relais d'offres d'emploi d'acteurs de la destination, et puis de pourvoir aussi ou de compléter nos équipes au sein de l'Office de tourisme. Donc ça, c'est aujourd'hui une présence indispensable auprès de nos socioprofessionnels. Samuel vous a parlé donc de cette coordination entre l'intercommunalité avec l'État et les 5 communes classées, donc je ne vais pas y revenir. Je vous ai précédemment donc valorisé un article de presse du Sud-Ouest, qui est le journal, on va dire, régional, le quotidien le plus lu ici, sachant qu'on communique, je vous ai dit, par voie de presse, via les mairies, mais également les réseaux sociaux, avec donc un recensement des offres d'hébergement. Donc, on sensibilise vraiment cette population locale, un peu moins les professionnels, mais en tout cas les particuliers qui ont des logements, des hébergements vacants et qui sont prêts, je dirais, à les mettre à disposition. On a également mis en place dans ce kit d'accueil une carte du saisonnier. Donc ça, c'est une carte qu'on a mis en place depuis l'année dernière. Donc, on avait un dispositif qui s'adressait avant tout au grand public, qui est la carte privilège, qui permet d'avoir des avantages tarifaires sur tout un ensemble de sites et d'activités de loisirs. On l'a proposé par défaut à nos partenaires en les invitant à la diffuser auprès de leurs collaborateurs pour pouvoir profiter des tarifs et des gestes préférentiels proposés par les partenaires inscrits dans le dispositif. Alors, si bien sûr c'était insuffisant, ça ne correspondait pas à l'attente de nos salariés saisonniers. Donc, on a travaillé sur un dispositif qui leur est dédié, qui leur permet de bénéficier de véritables bons plans sur les prestations du territoire. Alors, ces prestations, elles sont convenues avec les acteurs touristiques, bien sûr, de la destination. Alors, ça ne concerne pas exclusivement des sites de vigile, parce que ce n'est pas nécessairement la priorité de nos saisonniers, bien que on intègre des activités qui sont plutôt, on pourrait qualifier d'un peu plus fun, un peu plus dynamique, mais on s'intéresse de plus en plus à l'activité, je dirais, de service, de déplacement, de service de bouche. Donc, on sensibilise les grandes enseignes, les restaurants également, la restauration rapide, pour intégrer ce dispositif, ce qui nous permet ensuite, nous, de le relayer sur un espace professionnel, sur une rubrique dédiée sur notre site Internet, qui est actualisée en temps réel. Donc, on a les coordonnées de nos saisonniers, puisque cette carte, elle est délivrée sur présentation d'un contrat de travail, avec bien sûr un échange d'informations et notamment d'emails, ce qui nous permet ensuite d'avoir une base de données et de les informer de l'enrichissement tiré des offres qui leur sont proposées sur l'ensemble de la destination. Alors, c'est un moyen donc de rendre le territoire plus attractif, mais c'est aussi pour nous l'occasion de faire de ces saisonniers de véritables prescripteurs de la destination. Parce que en connaissant, en ayant vécu, je dirais, des expériences au sein d'un site touristique ou d'une activité, ils sont en mesure de la prescrire plus facilement puisqu'ils la connaissent. Alors,
Dans le constat qu'on a fait aussi, c'était justement cette carte leur ouvre les portes d'un ensemble d'activités. En complément, on organise en début de saison, donc là on sensibilise nos partenaires, des éductours et des visites. Donc on y convie bien évidemment tous ces salariés saisonniers qui démarrent dès le mois d'avril et on leur ouvre les portes de sites parfois un peu singuliers, on leur donne des cartes véritablement pour des clés pour découvrir ce territoire, ces pépites, et on répond à leurs interrogations. Donc, c'est un véritable temps d'échange et un moyen donc de leur faire découvrir l'ensemble du territoire à travers ces actions d'éductour. Donc, comme je l'ai précisé, on a dédié une rubrique aux travailleurs saisonniers sur l'espace pro de notre site Internet. Donc, pour valoriser d'une part toute l'offre qui est comprise dans la carte du saisonnier Rochefort-Océan, mais également promouvoir une plateforme qui valorise tous les hébergements, tous les retours en fait des hébergeurs enregistrés lors de nos sondages et questionnaires. Et ça nous permet donc de mettre en fait cette offre en ligne avec des informations pratiques qui sont donc bien sûr je dirais, visionnées directement par les saisonniers, et ces derniers se mettent directement en contact ensuite avec les hébergeurs. Voilà. Voilà, en quelques mots, les dispositifs qui sont déployés, en sachant qu'on a encore d'autres sous-actions à mettre en œuvre. Je pense en particulier à des portes ouvertes des établissements lors des phases de recrutement. Et voilà, il y a encore il y a encore des idées et d'autres qui doivent germer. On a terminé. Merci beaucoup Samuel et Stéphane. Donc en effet, on voit quand même tout un panel d'actions que vous avez pu déployer et qui sont, à mon sens, assez novatrices. Moi, je lance tout de suite une question à la salle. Est-ce qu'il y a des territoires qui ont eu ce type de démarche, notamment qui étaient déjà au courant de ce que Samuel nous évoquait, là, la question de la loi montagne, parce que c'est vrai qu'on est des territoires qui ne sont pas concernés géographiquement, tout du moins par ces périmètres. Aviez-vous eu connaissance de ce type de réglementation et voilà, est-ce qu'il y a ce type d'initiatives qui ont été déployées sur les territoires présents? A priori pas. Si. Bonjour. Oui. Bonjour. Nous, donc l'Office Normandie-Cabourg-Pays d'Auge, comme on a un territoire qui ressemble un petit peu à celui qui a été présenté, puisqu'on a 3 stations classées, plus 2 communes à dénomination touristique. Donc, on est concerné par la loi montagne. Alors nous, c'est la première étape qui a été faite. La communauté de communes a demandé à l'Office de tourisme de réaliser le diagnostic. Ce qui a été fait avec l'Urage Normandie, c'est l'Union régionale de l'hébergement et l'accueil des jeunes, qui donc a fait ce diagnostic qui a été transmis à la communauté de communes, mais pour l'instant, ce n'est pas passé au stade du plan d'action. Voilà. La première étape de l'obligation légale a été respectée, mais c'est tout pour l'instant. Alors moi, j'étais chargée du suivi de ce diagnostic. Moi, je suis un petit peu sceptique sur l'estimation des travailleurs saisonniers. Je pense qu'il y en a beaucoup plus que ce qui a été révélé dans ce diagnostic, puisqu'en fait, l'estimation ne concernait que les établissements qui ont été questionnés, soit volontairement,
soit par le biais d'un questionnaire, soit parce que 2 chargés de mission sont allés sur le terrain, ont demandé au commerce. Mais alors, le diagnostic était large, ça concernait tous les commerces, les restaurants, les hébergements, activités de loisirs, etc. Mais moi, je pense que le nombre total de travailleurs saisonniers est bien plus important. Voilà. Mais nous, on en est à la première étape. Donc, voilà, c'est tout, à ma connaissance. Merci, Laurence. Sur d'autres territoires, donc, a priori pas. Avez-vous des questions par rapport aux outils, dispositifs déployés par l'Office? Des besoins de précision ou autres? Vas-y, Laurent. Bon, non, j'en profite parce que nous aussi, en interne, forcément, on est concerné par ce problème. Nos sociopros, nous faut remonter ce problème d'hébergement. En plus, nous, on a un problème de transport sur place. Il y a peu de moyens de transport public. Donc, effectivement, on n'est pas très loin de Caen, mais des saisonniers qui viennent travailler en restauration sur le territoire et qui habitent Caen, après, s'ils travaillent dans la restauration, après leur service, il n'y a pas de transport leur permettant de rentrer chez eux. Donc, c'est un problème. On regarde un peu ce qu'on peut faire. Et la mise en relation entre des hébergeurs particuliers et des saisonniers nous interroge aussi, parce qu'on se pose la question de si on doit se lancer là-dedans ou pas. Mais moi, je suis un petit peu... je sens qu'il faut le faire, il faut faire quelque chose, mais après, la difficulté, c'est est-ce que l'Office seul peut assumer, et est-ce que c'est pas... ça, j'aimerais avoir un retour d'expérience. Est-ce que la responsabilité n'est pas retournée sur l'Office de tourisme s'il n'y a pas justement suffisamment de logements pour accueillir des saisonniers? Est-ce que des sociopros n'ont pas tendance à, plutôt que, parce que vous avez dit aussi que certains professionnels logés sur place, est-ce que la facilité, ce serait pas plutôt que de se poser la question en tant que sociopro, employeur, de dire comment moi je peux héberger mes salariés saisonniers, est-ce que la tentation serait pas de rejeter sur l'Office de tourisme la responsabilité de trouver ces hébergements? Je ne sais pas si... Ouais. Je ne sais pas si, enfin, je viens juste apporter un élément de réponse. Donc, effectivement, il y a ce danger-là de dire on file la patate chaude voilà, à l'OT. Moi, je pense qu'en fait, tout ça, c'est une histoire d'un collectif, quoi. Et que il faut pas, à un moment donné, faut pas se mettre derrière en disant bah, c'est l'affaire de l'Office de tourisme, ou c'est l'affaire des employeurs, ou c'est l'affaire des communes. Enfin, on voit que Oui. nos territoires sont tellement complexes. Il y a des questions de dynamique de déplacement. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc je pense qu'en fait, il n'y a pas une solution, mais plutôt un ensemble d'initiatives qui permettent de répondre aux besoins, là en l'occurrence de logement. Voilà. C'est pas qu'une question de construire une cité avec pour accueillir des saisonniers. Enfin voilà, puis ça doit être aussi c'est une question de répartition sur le territoire. Vous évoquiez un groupe de travail, un comité de pilotage, comment vous l'appelez, mais un groupe de travail avec implication des élus, des sociopros, de l'OT. Quelle est la part et l'engagement des sociopros dans ce groupe de travail? Vous avez réussi à les mobiliser facilement? Sont-ils vraiment impliqués? Enfin, c'est parce que ça, à mon sens, c'est fondamental. C'est la brique assez fondamentale pour réussir ce type d'action. Oui, alors qu'il n'y ait pas de confusion. Donc là, on parle plutôt du groupe, le groupe qui a été mis en place au niveau de l'OT, Stéphane. Hein, je pense que c'est plutôt ça. Oui. Alors, ils ont été plutôt force de proposition, c'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont exprimé leurs manquements, en tout cas leurs attentes. Ils ont fait
des propositions. C'est vrai que ce groupe de travail, ça nous a permis de poser je dirais le cadre et puis les actions à dérouler avec plus ou moins prioritaires. Euh, Là, ça mériterait effectivement aujourd'hui parce qu'en fait, quand on parle d'élus aussi, il y a des changements hein, au fil parce que là, ça remonte à 2 ans, le groupe de travail. Donc, on fera une action bilan là, sur cette année-là pour leur faire un retour, pour faire un retour en tout cas aux nouveaux venus, je dirais, qui ont intégré ce groupe de travail ou qui réintégreront. Il y a, disons que ils sont demandeurs. Quand il y a des choses qui sont déployées, comme la carte du salarié saisonnier, ils saluent l'initiative, ils l'accompagnent, ils la déploient. Donc oui, ils sont acteurs. Euh, Après, voilà, ils ont aussi un travail, je pense en particulier parce que il y a quelques restaurateurs et des gestionnaires de résidences comme l'auberge de jeunesse, donc qui ont un travail assez intense, je dirais, au sein de leur structure. Donc, peu de temps à consacrer sur des actions d'ordre stratégique hein, qui concernent plus le territoire, mais ils sont en veille et ils n'hésitent pas à nous faire part de certains dysfonctionnements. Par exemple, je prends quelque chose de concret, cette carte du salarié saisonnier, au début, on l'avait imaginé avec un déploiement uniquement dans les bureaux d'information. Puis on s'est rendu compte que c'était compliqué pour ces salariés de se rendre disponibles et de venir dans les bureaux d'information. Donc ça nous a été remonté et on a pris donc l'initiative de s'appuyer sur l'accueil en mobilité notamment, qui est organisé sur ces résidences, enfin sur les structures où il y a un nombre de collaborateurs saisonniers important, de prendre le besoin sur place et d'ensuite délivrer directement sur place les cartes. Donc, il y a véritablement un échange qui se fait sur cette disposition. Ok, merci. Avez-vous des questions avant qu'on passe au prochain témoignage? Non? Ah, Laurence? Si, Ouais. pardon, c'est encore moi. Non, Et, c'est pas grave. et quel est le retour des saisonniers? Parce que là, on voit vos retours, mais ceux qui en bénéficient, est-ce que ça permet aussi de les fidéliser? Est-ce qu'ils reviennent? Est-ce qu'ils expriment un retour, un avis ou pas? Alors, on a diffusé l'année dernière, on avait imprimé 200 cartes. On en a diffusé un peu moins de 200, il nous reste une vingtaine de cartes. Le retour est plutôt positif puisque certains, je pense à la restauration rapide, nous ont dit que cette carte avait été présentée régulièrement. Donc, ça veut dire qu'elle est utilisée. Ça a permis aussi à certains salariés de découvrir des lieux comme l'Arsenal des Mers qui financièrement n'étaient pas accessibles à leur bourse. Et ils nous ont fait un retour en disant oui, j'ai pu découvrir ces sites. Donc, c'est plutôt positif. Après, voilà, cet outil, il est déployé que depuis 1 an et le recul est assez faible. Donc, le but, là, c'est d'augmenter, enfin, d'étoffer, je dirais, le nombre de partenaires et en particulier les commerces Parce que le but de cette carte, c'est aussi de faciliter leur quotidien. Donc, ils doivent jouer un rôle de prescripteur, mais c'est un moyen pour eux aussi de trouver, on va dire, pour des besoins vitaux, parfois à des coûts plus accessibles, quoi. Mais Donc, pardon, la question était plus générale sur les actions que vous avez mises en place pour faciliter l'attractivité, pour améliorer l'attractivité aussi du territoire et le lien entre les propriétaires d'hébergement et les saisonniers. Est-ce qu'il y a vous avez un retour sur cette mise en relation ou... Moi, j'en ai un très concret. Stéphane, tu confirmeras. Moi, j'ai eu comme retour que, en fait, l'accompagnement des hébergeurs sur l'offre qu'ils mettaient en fait sur la plateforme, les tarifs étaient encore un peu élevés.
et qu'on avait une marge de progression là-dessus pour que la proposition d'hébergement soit plus en phase avec ce qu'attendaient et les moyens des travailleurs saisonniers. Tu me D'accord. confirmes, Stéphane? C'est ça, oui. Hein. Et les offres qui avaient des loyers modérés ont été plébiscitées. Et on a eu des retours aussi bien des hébergeurs que des saisonniers, puisque, comme je vous le précisais, c'est une liste qui est actualisée. Et donc, au fil du temps, les hébergements accessibles ont disparu de cette liste. Donc, D'accord. ça reste en fait une action complémentaire, comme le disait Samuel, c'est un travail qui se fait de concert avec les mairies, les sociopros, et l'Office de tourisme n'est qu'un maillon dans ce dispositif. On n'est pas là pour je dirais, pour prendre la mission dans sa totalité. Ok. Bon, je me tais. Merci bien. Tu peux continuer à poser des questions, il n'y a aucun problème, on est là pour ça. J'avais une dernière petite question par rapport à la mise en relation, enfin, par rapport à l'appel au peuple que vous avez pu faire, notamment au travers des actions presse auprès des habitants. Tu évoquais ça, Stéphane, pour essayer de récolter des nouveaux lieux d'hébergement, notamment dans des chambres vacantes, quand la progéniture est partie. Est-ce que cet appel à témoins au sens large que vous avez pu effectuer dans la presse, par vos réseaux locaux, vous avez reçu des retours positifs, des offres de logement, des offres d'hébergement Oui, qui du coup peuvent être à répondre à la problématique de la tarification un peu plus basse? alors là, on a déjà enfin, on est revenu vers les propriétaires de l'année dernière pour vérifier si leurs offres étaient toujours d'actualité. Donc, parmi la trentaine d'hébergeurs, on en a une quinzaine qui sont sortis du dispositif pour différentes raisons, soit vente du bien ou alors une reprise des locaux pour en faire de la résidence de tourisme, tout simplement. Donc là, on est cette relance, je dirais, de la dynamique, elle date du début de la semaine. On a un formulaire vraiment qui est bien fait et qui invite, donc, parce qu'il y a des conditions, il faut que ce soit minimum 1 mois de location pour que ça réponde à une attente d'un saisonnier. On n'est pas sur de la location au week-end ou à la semaine, hein, avec des informations, je dirais aussi d'ordre tarifaire. Donc, il y a déjà un cadre pour les orienter. Et puis, lorsque ces offres nous retombent, donc nous remontent sur notre site, enfin, en tout cas, nous sont soumises, on revient vers eux pour s'assurer, je dirais aussi, des conditions d'accueil. Ça peut se faire aussi via des photos, voire de la visite parfois, et puis et les loyers. Et lorsque on se rend compte que ces loyers sont trop élevés, et d'ailleurs, c'est pas nécessairement intéressant pour eux parce que d'abord, ils sont pas sollicités. Et puis, ils ne pourront pas bénéficier de cet abattement fiscal aussi parce que les revenus sont trop élevés au mètre carré. Il y a une règle aussi qui a été identifiée par l'État. Donc ça, il faut qu'ils rentrent dans ce cadre-là, quoi. Sinon, ils sont considérés comme des loueurs, on va dire, d'une location saisonnière, hein. Donc, la fiscalité n'est pas la même. Donc là, voilà, on a bon espoir pour que dans les jours et semaines à venir, on ait de nouveau des offres qui viennent compléter celles qui avaient été identifiées l'année dernière. Et c'est plutôt donc des particuliers dont ils partagent leur habitation principale. D'accord. Merci. Y a-t-il une dernière petite question avant qu'on passe au témoignage d'Hervé? On a encore un peu de temps. Une fois, deux fois, vendu. On passe à Hervé. Merci beaucoup, Samuel et Stéphane, pour vos témoignages. On aura l'occasion, en fin de visio, éventuellement de revenir vers vous s'il y a des questions qui arrivent entre-temps. Hervé, on te laisse la parole. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ils sont bavards, ces Charentais quand même, hein. Mais bon, je le dis en toute amitié, parce qu'en plus, j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler pendant 7 ans avant d'arriver au Mont-Saint-Michel avec Stéphane et Samuel. Donc, voilà. Simplement, pour compléter, l'exposé de ce matin était déjà
très complet. Vous resituez, notamment peut-être pour les néo-aquitains, le territoire Mont-Saint-Michel-Normandie. Donc, il s'agit d'une communauté d'agglomération qui est composée de 95 communes au sud du département de la Manche, qui compte 90 000 habitants, et c'est un territoire particulièrement vaste de près de 1500 km². Pour vous donner une idée, c'est quasiment la surface du département du Val d'Oise au nord de Paris. Voilà. Donc, on est sur un territoire extrêmement étendu. C'est une jeune collectivité créée en 2017 dans son périmètre actuel suite à la fusion de 5 communautés de communes à vocation rurale. On est une communauté d'agglomération rurale. Il n'y a pas de très grande ville sur notre territoire. La ville principale, c'est la commune d'Avranches qui dépasse à peine 10 000 habitants. Et vous voyez, 95 communes qui sont toutes réparties avec des tailles démographiques extrêmement limitées. Alors, on est forcément un territoire qui a une spécificité forte et son nom dit déjà beaucoup. C'est effectivement de disposer sur la partie ouest de notre périmètre d'un haut lieu du tourisme international. Je ménage le suspense, il s'agit du Mont-Saint-Michel. Donc, c'est forcément un élément différenciant, on va dire, par rapport aux autres territoires de destination touristique, puisqu'il focalise à lui seul un nombre important de visiteurs. On est en moyenne, sur les chiffres de 2019, on est à plus de 3 millions de visiteurs. En 2022, on est revenu à 2,8 millions et on pense qu'en 2023, on va refranchir à nouveau la barre des 3 millions. À l'échelle du territoire, on a à peu près 40 000 lits touristiques, 12 000 lits marchands et 28 000 lits non marchands. Ce qui représente 14% des lits touristiques du département de la Manche. À peu près donc 14% des lits touristiques. Par contre, quand on regarde sur les chiffres de la taxe de séjour, c'est à peu près 20% de la taxe de séjour départementale qui est collectée sur notre périmètre. On est à peu près à 3 millions de nuitées touristiques par an, avec une forte fréquentation quand même estivale. 15% des nuitées ont lieu au cours du mois d'août. Et puis, je voudrais préciser tout de suite par rapport au sujet qui nous concerne, c'est que c'est un territoire qui est extrêmement dynamique au plan économique. Enfin, la Normandie tire pas trop mal son épingle du jeu en termes de dynamisme économique au plan national. À titre d'exemple, Mont-Saint-Michel-Normandie, c'est 5,7% de chômage contre 7,8% au plan national, et c'est le département qui compte le taux de chômage le plus faible de la région Normandie, puisque malgré la faible taille de ces communes, on compte des pôles d'activité économique d'excellence avec pas mal d'entreprises numéro 1 européen ou mondial dans leur secteur, que ce soit en plein milieu de la campagne dans le secteur de Mortain, la société Acom, 1300 salariés, leader mondial de la fibre optique. On a des grands pôles d'industrie type les remorques de camions Chéreau qui sont installés sur Avranches et Ducet. Là encore, c'est près de 800 salariés. Plus l'action, forcément, l'impact forcément important du Mont-Saint-Michel, alors à la fois en termes d'attractivité territoriale pour l'ensemble des domaines économiques et bien évidemment dans le secteur touristique au regard des éléments que je viens de vous donner. En ce qui concerne l'Office du tourisme, donc c'est un Office du tourisme évidemment à l'échelle communautaire qui est détenteur de la marque Qualité Tourisme depuis 2019, donc qui existe dans son périmètre d'intervention depuis la création de l'agglo en 2017, donc c'est une toute jeune entreprise et nous avons obtenu en 2022 le classement en catégorie 1. Nous avons bâti à partir de 2020 un projet de stratégie de développement touristique à l'échelle du territoire pour la séquence 2021-2026, donc à l'échéance du mandat des élus actuellement en cours.
Et parmi les actions qui ont été actées dans le cadre de cette stratégie en juillet 2021 par le Conseil communautaire, a été fait le choix de modifier le système de gouvernance sur tout ce qui concerne le tourisme à l'échelle de l'agglo. C'est-à-dire que contrairement à nos amis de Rochefort-Océan, où le service tourisme piloté par Samuel est vraiment attaché à la communauté d'agglomération et confie un certain nombre de missions à son bras armé Office du tourisme, on a procédé chez nous en 2021 à une modification des statuts de l'EPIC Office de tourisme pour faire en sorte qu'il exécute l'intégralité de la compétence tourisme de l'agglo. Ce qui veut dire qu'au-delà des missions régaliennes traditionnelles d'un hôtel que tout le monde connaît autour de cette table virtuelle, on a intégré finalement toute la dimension ingénierie, aménagement et politique de développement avec gestion d'un plan pluriannuel d'investissement dédié, ce qui nous permet aussi de disposer d'un certain nombre de moyens d'intervention, mais ce qui rajoute aussi des charges complémentaires dans le fonctionnement de l'OT, forcément, puisque nous sommes en charge du suivi de l'exécution de l'ensemble des sujets qui concernent le développement touristique local et notamment la gestion des sites communautaires. On a en particulier des sites de départ qui sont aménagés pour les traversées de la baie. C'est une activité qui est assez singulière, en tout cas, de ce territoire de la baie du Mont-Saint-Michel, c'est de partir en balade avec un guide agréé. On part pieds nus dans la Tangue, c'est le nom qu'on donne au sable qui couvre la baie du Mont-Saint-Michel. Et on part en balade pieds nus pour 3 heures jusqu'à une journée complète de promenade à pied dans la baie du Mont-Saint-Michel, dans cet espace immense. Donc, il y a des zones qui sont aménagées sur les points de départ principaux, qui sont en gestion communautaire, et puis également quelques sites touristiques ou des sites naturels protégés dont l'agglo a reçu la délégation par leurs propriétaires, Conservatoire du littoral, département de la Manche, etc. Donc, on est sur des espaces naturels sensibles à vocation touristique, dont l'agglo assure également la gestion. Et donc, au sein de l'agglo, c'est l'Office du tourisme qui assure forcément avec l'appui nécessaire de la direction des services techniques en particulier. Mais en tout cas, c'est l'Office du tourisme qui assure le pilotage de l'ensemble. Voilà. Le budget dédié, on va dire, aux missions de l'Office du tourisme sur ses missions principales régaliennes d'accueil, promotion, coordination des acteurs, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros par an. Enfin, voilà, je vois que ma caméra commence à vaciller, ce n'est pas parce que je parle trop, mais donc je ne vais pas faire un caprice en fermant ma vidéo, mais c'est juste pour que je reste audible. Voilà, donc 3 millions d'euros. On a, pour faire simple, à peu près 1 million d'euros de subventions publiques directes de la communauté d'agglo. On perçoit 1 million de taxes de séjour par an, puisque c'est aussi l'Office du tourisme qui, dans le cadre de cette rénovation de la gouvernance, s'est vu confier depuis 1 an et demi la gestion de la taxe de séjour. Et quelque part, on en est plutôt content, puisque ça nous revient de droit dans la mesure où on est constitué sous statut d'EPIC. Donc, la collectivité a jugé nécessaire que, puisque ça lui revenait, il n'était pas inconcevable que l'Office du tourisme assume lui-même l'optimisation de la collecte. Et donc là, on est sur des progressions sensibles. Alors, je fais abstraction, évidemment, des 2 années 2020-2021 qui ont été un peu chaotiques pour tout le monde, mais par contre, on voit qu'on a des résultats probants. Et puis, on inscrit en comptabilité 1 million d'euros de chiffre d'affaires commercial, qui représente finalement 2 millions d'euros, puisque on inscrit en comptabilité que 10% du million d'euros de billetterie en ligne qu'on commercialise, notamment sur ces activités de traversée de la baie que j'évoquais tout à l'heure. Mais ce qui fait qu'on a un apport direct d'à peu près 900 000 euros en chiffre d'affaires aux prestataires touristiques locaux, ce qui nous donne aussi un certain crédit quand on s'adresse aux socioprofessionnels. On parle en commerçant à des commerçants. Voilà, enfin, je pense que Stéphane se voit bien de quoi je parle. On a eu l'occasion
de travailler sur le sujet pendant de nombreuses années. Pour ce qui concerne la stratégie touristique, en fait, notre stratégie, elle découle sur un plan d'action autour de 6 chapitres, dont un qui est prédominant, et ça a été donc ce travail d'élaboration de la stratégie entre 2020 et 2021. Il a mobilisé à peu près 250 acteurs, techniciens, tourisme et aussi services de la communauté d'agglo, services de l'État. Il a mobilisé des élus, évidemment, et beaucoup de socioprofessionnels qui ont participé soit à des journées séminaires en présentiel, soit qui ont contribué par des réponses à des questionnaires en ligne. Donc, on a un échantillon avec des points de vue différents, mais finalement, on a essayé d'en tirer un peu les points de convergence. Donc, le premier axe qui est apparu comme une nécessité dans l'action portée par cet office du tourisme, nouvellement conforté dans sa mission de supervision générale de l'activité touristique, le premier axe a été le soutien au développement économique local, c'est-à-dire qu'il faut que le tourisme contribue non seulement… Alors, le Mont-Saint-Michel n'a pas besoin de quiconque pour fonctionner tout seul. Voilà, donc il faut faire preuve d'une grande humilité à cet égard. Il est une icône inscrite dans le paysage depuis quelques siècles. On fête cette année le millénaire de l'église abbatiale romane. Donc, vous voyez, ça fait 1300 ans que le sanctuaire est en place. Il est doublement inscrit à l'UNESCO. Voilà. Mais par contre, il a cette forte attractivité. Elle a un impact intéressant, c'est que forcément, elle irrigue jusqu'à 50 km alentour. Et que le fait d'avoir un pôle d'attractivité aussi puissant nous permet d'avoir des séjours, y compris vraiment dans notre arrière-pays. Je vous ai dit que c'était un territoire rural. Quand on analyse, alors on a un découpage qui est vraiment juste la frange littorale autour de la baie et le reste du territoire. On se rend compte qu'on a 54% d'unités touristiques sur la frange littorale et 46% sur la zone intérieure, ce qui est quand même une démonstration qu'un pôle d'attractivité aussi puissant soit-il a forcément des résonances intéressantes à l'échelle d'un périmètre étendu. Donc, dans ce soutien au développement économique local, les élus ont tout de suite souhaité inscrire le logement des saisonniers comme un marqueur social du mandat et nous ont demandé de définir un plan d'action assez succinct, mais qui finalement va à l'essentiel. Alors nous, on ne s'est pas encore fait rattraper par la patrouille des services de l'État en application de la loi Montagne, parce qu'on a en fait aujourd'hui 3 communes touristiques. Étonnamment, le Mont-Saint-Michel, la commune du Mont-Saint-Michel n'est pas commune touristique, mais prépare sans doute quelque chose dans la matière. On a une commune juste à côté du Mont-Saint-Michel qui s'appelle Beauvoir, qui est commune qui est vraiment à 2 km du mont, qui est commune touristique. On en a une autre qui est sur la bordure de la baie aussi, vraiment entre Avranches et Granville, pour ceux qui connaissent un peu notre région. Donc, c'est la station balnéaire de Saint-Jean-le-Thomas, qui a été une station climatique au début du XXe siècle, qui tombe un petit peu en désuétude, il faut le reconnaître. Alors, les élus locaux ont souhaité s'inscrire dans la démarche de commune touristique et on les a amenés à la labellisation Station Verte. Et puis, on a une autre commune qui est plus à l'intérieur des terres qui s'appelle Saint-Hilaire-du-Harcouët, qui est également commune touristique. Donc, on avait bien conscience de la nécessité de répondre aux obligations des communes, de pouvoir apporter des réponses adaptées en termes de logement saisonnier. Donc, finalement, les 4 actions qu'on a identifiées dans notre stratégie, c'est pour ça que je disais que c'était très succinct. En 1, recenser les besoins des entreprises du tourisme pour le logement de leurs saisonniers. En 2, croiser ces besoins avec le parc de logements communautaires ou communaux vacants et vérifier leur adéquation. En 3, définir les services à associer tels que le covoiturage, l'autopartage ou des navettes si les logements sont éloignés du lieu d'emploi. Et en point 4, établir des conventions tripartites, collectivités, employeurs, salariés. Autour de ces 4 axes, on s'est dit par quel bout on va prendre le sujet. On a la chance, je pense que c'est une chance, même si c'est un service qui
associatif qui mérite encore d'être conforté dans son action. On a à l'initiative, alors sous un format associatif, mais avec un soutien quasi unique en termes de financement de la communauté d'agglomération, on a un service Habitat Jeune qui, à titre d'exemple, pour soutenir les entreprises, et j'ai cité pas mal de secteurs industriels, j'aurais pu citer évidemment aussi l'agriculture tout à l'heure, peuvent faire appel à des apprentis, à des stagiaires qui sont des jeunes en contrat de courte durée et qui effectivement n'ont pas toujours de facilité à trouver des logements vacants. Donc le service Habitat Jeune prend en location à l'année des logements et fait de la sous-location à ces jeunes qui sont en recherche d'accueil temporaire, ce qui permet de leur faire supporter, parfois d'ailleurs l'entreprise en prend aussi sa part, le montant du loyer qui est supporté par le service Habitat Jeune à l'année. Hein, donc on est sur une sous-location qui fait que le reste à charge pour le service Habitat Jeune est sinon nul, tout au moins modéré. Et puis, malgré tout, il dispose on va dire, d'un budget d'amorçage quand même limité. Donc, on a très vite ensemble identifié la nécessité de réaliser donc, ce premier point que nous-mêmes, on avait inscrit dans notre stratégie tourisme, de recenser les besoins des entreprises du tourisme. Ça a été fait l'année passée dans le cadre d'un stage d'un master en sociologie qui a été recruté pendant 3 mois par le service Habitat Jeune pour mener une enquête. Donc, il y a eu à peu près 150 entreprises qui ont été sollicitées. Il y en a 70 qui ont répondu à un questionnaire en ligne, ce qui nous donne quand même un panel d'un gros tiers, quasi 40% des entreprises interrogées. Donc, on a trouvé que c'était significatif et on a tablé sur une enquête pas uniquement dédiée au service, au secteur touristique, mais en intégrant bien dans le faisceau de l'enquête tous les secteurs de l'économie locale. Alors, c'est-à-dire, j'ai parlé de l'industrie tout à l'heure, mais ça concernait effectivement les activités de l'agriculture, parce qu'on est clairement un secteur rural où l'élevage, voilà, l'image iconique des moutons de présalé, ça doit vous dire quelque chose. Il y a les mêmes d'ailleurs dans le marais rochefortais, donc voilà. Les activités scientifiques, le secteur de la construction aussi, puisque l'attractivité touristique et le développement économique ont aussi des impacts, même si ça devient de plus en plus compliqué compte tenu des réglementations urbanistiques de construire des logements nouveaux. Il n'empêche qu'on a un secteur de la construction qui reste relativement dynamique et qui peut faire appel à de la main-d'œuvre ponctuelle. Donc, on a eu un faisceau d'enquêtes volontairement très large. Et puis ensuite, on a analysé commune par commune la réalité des besoins. Donc, on se rend compte que la majorité des entreprises arrivent quand même à trouver des solutions de logement pour leurs salariés ou leurs apprentis ou leurs stagiaires au regard du petit parc notamment que met à disposition le service Habitat Jeune. Parfois, des entreprises sont elles-mêmes propriétaires de logements, donc qu'elles mettent à disposition de leurs employés temporaires. Mais malgré tout, on s'est rendu compte que c'était sur le secteur touristique qu'on avait le plus de difficultés à satisfaire le besoin. On a comme ça identifié, alors très concentré sur le secteur Mont-Saint-Michel, c'est pas surprenant, une quantification globale d'à peu près 200 salariés saisonniers par an sur lesquels on avait du mal à trouver des solutions de logement et donc à minima un besoin de logement d'à peu près une cinquantaine de logements à trouver sur l'année. Pardon, excuse-moi Hervé, mais je pense que quand tu tournes ta tête, en fait, le son, il baisse totalement. Et moi, j'ai du mal à t'entendre. Alors, est-ce que ça va comme ça? Là, c'est parfait. Merci. Voilà, Excuse-moi. je bouge plus la tête. Non, mais tu as raison. Donc, je disais oui, une cinquantaine de logements saisonniers en besoin identifiés dans le secteur touristique, très concentrés sur le secteur du Mont-Saint-Michel.
Donc, on a réfléchi à des solutions et je ne vous cache pas qu'on a identifié une très belle opportunité puisque à 7 km du Mont se trouve une commune de taille moyenne, la ville de Pontorson, qui dispose d'un centre hospitalier d'une taille assez conséquente, c'est quasiment une ville dans la ville. Mais forcément, l'évolution du contexte hospitalier a fait que un certain nombre de services sont fermés, des services, comme on le voit partout dans les petits territoires ruraux, hein, la maternité a fermé. Aujourd'hui, on n'est plus sur un centre hospitalier qui est concentré sur des activités de spécialisation, soit autour des maladies neurologiques, soit autour des addictions en particulier. Mais il se trouve qu'il y a un certain nombre de bâtiments de cet hôpital qui sont aujourd'hui vacants. Et donc, on est à 7 km, on est aux confins de la Normandie et de la Bretagne qui est juste à côté. On a donc de l'activité touristique, on a pas très loin de l'activité économique, agricole, on a toutes les cultures dans les polders, ces terres qui ont été gagnées sur la mer au fil des siècles. On a tout ce qui est activité de mytiliculture, conchiliculture sur le secteur Ille-et-Vilaine, donc baie du Mont-Saint-Michel, mais côté Dol de Bretagne, Cancale, Saint-Malo. Donc, on est vraiment sur une position qui géographiquement est hyper intéressante et pas très loin des pôles industriels d'Avranches et de Ducet que j'évoquais tout à l'heure. On est à un quart d'heure de voiture. Donc, on commence à travailler avec le centre hospitalier qui finalement s'inscrit dans une logique de dire nous, on est propriétaire d'immobilier, on a des friches immobilières qui n'ont plus aucune utilité et qui aujourd'hui font l'objet de sollicitations multiples de promoteurs qui disent « mais vous avez du bâti, nous on est prêt à vous le racheter parce qu'il y a une telle pression immobilière touristique que on est capable de monter des programmes qui font qu'on va monter des résidences de loisirs, de vacances à gogo et que on va trouver des montages financiers dans lesquels vous pourrez être gagnant. » Et ce n'est pas la posture. Donc, c'est pour ça aussi qu'on saisit l'opportunité parce qu'au gré des directions des hôpitaux, on ne sait pas quelle pourrait être la réaction des gestionnaires. Et là, on a une équipe qui est en place avec des élus qui sont en place. Le maire de Pontorson et siège le président du directeur du centre hospitalier et aussi évidemment élu communautaire, est bien conscient de la nécessité de revitaliser sa ville par des apports de population résidente un peu plus importants. Donc, il y a un contexte favorable, on saisit l'opportunité. Donc là, ça date du 21 février, donc vous voyez, c'est très récent. Donc, après qu'on ait fait cette phase 1, recenser les besoins des entreprises, on a identifié un bâtiment qui, sur 3 niveaux, représente à peu près 2100 m² disponibles. Donc, on est vraiment sur de la friche. C'est vraiment c'était des chambres d'hôpital. Hein, donc, on a des cellules, on va dire, petit espace pour mettre un lit de 11 m² plus 2 m² de salle de bain intégrée dans chaque chambre. Mais a priori, il faut reconsidérer le bâti existant. Donc, on a commencé à tirer des plans sur les possibilités de composer un projet immobilier dans l'ensemble. 2100 m², on est à peu près à 3,5 millions de travaux à réaliser, sur lesquels on escompte un projet. Donc, on va monter un dossier en escomptant peut-être 20% d'accompagnement de la part de la région, donc 700 000 €. On va inscrire dans le cadre du PPI, plan pluriannuel d'investissement, de l'agglo au titre du tourisme, une demande d'inscription de 700 000 € également, donc ça fait déjà 40% du financement. Et les 60% restants, il y aura peut-être un peu d'apport de la part du propriétaire, mais on va être surtout sur du recours à l'emprunt en se disant que voilà, s'il nous reste 2 millions, à peu près 2 millions à emprunter, et en fonction des taux d'intérêt, on estime à peu près 2,8 millions à rembourser sur 20 ans. Donc, il faut qu'on arrive à monter un modèle économique qui génère 140 000 € par an sur à peu près 50 logements potentiels. Voilà. Donc, on est déjà dans les montages économiques d'un projet, on va dire, de promotion immobilière, dans lequel il faut qu'on mobilise les collectivités. Et puis, pour générer à minima ce seuil d'amortissement des investissements engagés,
c'est-à-dire 140 000 par an, il faut qu'on détermine un montant de loyer et de voir dans quelles conditions on aurait des conventions tripartites ou quadripartites. Tout va dépendre quelle est la posture aussi des collectivités dans cette affaire. Alors, des collectivités ou de ces services délégués, je pense notamment au service Habitat Jeune que j'évoquais tout à l'heure, qui pourrait devenir le service gestionnaire, mais pour lequel il faudra qu'au-delà peut-être des 140 000 par an, on détermine un modèle économique qui lui permette de subvenir à son propre fonctionnement, sans chercher à gagner forcément de l'argent, puisque la réponse apportée pourrait être intéressante. Et voilà, donc on en est à ce stade-là. Donc là, on va lancer les études on va dire, rénovation avec changement de destination du bâtiment existant. Et on va aussi travailler à ces conventions tripartites donc, qui vont déterminer quelle est la part dans le support du loyer du salarié, de son entreprise employeur qui se donne les moyens de stabiliser, de fidéliser une main-d'œuvre potentiellement qualifiée et qui aujourd'hui ne répond pas à ces sollicitations parce qu'effectivement, les problématiques de logement sont un frein à la venue sur le secteur, ou les problématiques de mobilité, je vais y revenir tout de suite. Et puis, voilà, donc quelle part pour le salarié, quelle part pour l'entreprise, quelle part pour un éventuel concours d'une collectivité gestionnaire, tout ça on est en train d'imaginer, et quel pack de services on ajoute dedans. Alors, dans ce qu'on appelle le pack de services, forcément dans les professions diverses que j'ai évoquées, puisque notre idée, ce n'est pas que l'équipement ainsi créé serve uniquement le secteur du tourisme, mais permette aussi d'apporter des réponses adaptées aux entreprises du secteur primaire que j'évoquais, aux besoins exprimés pour des accueils de salariés temporaires, enfin d'agents temporaires du centre hospitalier lui-même, et bien évidemment aux professions du tourisme. Et le constat qu'on a fait, c'est que les groupes hôteliers qui sont présents sur le Mont-Saint-Michel et qui avaient eu l'habitude de réserver des complexes, enfin des immeubles entiers pour leurs saisonniers, ont été confrontés à des comportements de leurs salariés un peu déplacés. Enfin, pour dire les choses autrement, vous recrutez une vingtaine de jeunes qui font la fête tous les soirs. Quand la fin de la saison arrive, vous devez remettre 50 000 € de remise en état du bâtiment et donc ça ne marche pas, quoi. Donc, ça veut dire que dans le pack de services, la première chose qu'on met, c'est un service de conciergerie, mais plus dans l'esprit de quelqu'un, non pas pour fliquer les jeunes qui seront logés, mais en tout cas pour assurer aussi un service d'accompagnement dans l'esprit des concierges d'immeubles qu'on trouvait encore il y a peu dans certains logements collectifs. Et puis, on va travailler à la mise en place de services de mobilité de manière assez flexible sur l'allotement d'une flotte de minibus. Donc là-dessus, on travaille, c'est l'établissement public national du Mont-Saint-Michel qui s'investit sur ce sujet, puisqu'il est en train de contractualiser avec un constructeur automobile pour disposer d'une flotte de minibus électriques, dont une partie permettra d'organiser des excursions au départ du Mont-Saint-Michel vers les sites touristiques environnants. Une partie permettra aussi de rejoindre en service un peu VIP pour certaines clientèles aisées les parkings jusqu'au Mont-Saint-Michel sans emprunter les navettes publiques qui sont mises en place. Et une partie de cette flotte sera aussi dédiée à l'organisation des transports pour les personnels qui travaillent au Mont ou dans la baie du Mont-Saint-Michel. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un schéma dans lequel on a des gens qui sont en capacité d'assurer des rotations avec des amplitudes très variables, mais on sait qu'on a une partie des personnels, notamment sur la partie restauration, hébergement, qui peuvent embaucher vers 5 heures du matin parce qu'il faut préparer les petits déjeuners, et d'autres qui vont débaucher à minuit après le dernier service, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'on ait ces latitudes-là pour pouvoir être en capacité d'organiser un service de desserte et de mobilité. Et là aussi,
On va demander, bien qu'on arrive à négocier des conditions très privilégiées pour la mise à disposition de cette flotte, en échange de retours publicitaires. Voilà, quand on s'appelle le Mont-Saint-Michel, c'est aussi une image de marque qu'une entreprise peut s'associer et dont elle peut se targuer. Donc voilà, tout ça rentre aussi dans la négociation, forcément. Et voilà l'approche qu'on a. Elle se veut globale, elle se veut coopérative parce qu'effectivement, sans l'appui des entreprises, on ne peut rien faire. Ce qui est intéressant, c'est que dans l'enquête qui a été menée l'année dernière, spontanément, sans qu'on ait présenté aucun projet, 37% des entreprises interrogées ont dit « oui, ok, on est prêt à apporter du financement » dans le fonctionnement des services qui permettront d'améliorer les conditions d'accueil de nos travailleurs saisonniers. Donc, d'emblée, près de 2 sur 5 qui disent « ok, c'est normal, on ne va pas laisser les collectivités tout porter financièrement », c'est quelque chose de plutôt encourageant. Pour finir, et d'un mot, sachez que les élus ont considéré aussi qu'avant de donner des leçons aux autres, il était souvent intéressant de balayer devant sa porte. Donc, dans les équipements touristiques communautaires confiés en gestion à l'Office du tourisme, il y a notamment en zone un peu rétro-littorale un complexe touristique qui compte un camping et un village de gîtes. C'est une longère avec 10 logements saisonniers qui, compte tenu de leur localisation, ne trouvent pas nécessairement preneurs en priorité. Ce sont des logements plutôt simples dans leur niveau de confort. Enfin, c'est même pas classé. Et quelque part, c'est un petit peu la dernière ressource en termes de logement touristique qui va être réservée, y compris au cœur de l'été. Donc, j'ai envie de dire, on s'échine un peu à louer pour des loyers modestes en plus, puisque compte tenu du faible niveau de confort, on ne peut pas se permettre de demander des prix hallucinants. Donc, on s'échine à louer ces 10 gîtes 12 semaines par an, alors que pour le même tarif, on pourrait peut-être les mettre à disposition dans une vocation sociale 12 mois ou 12 semaines au même tarif. Vous voyez ce que je veux dire? Le revenu serait pratiquement le même pour un bien qui est 10 fois amorti par la communauté d'agglo, qui mérite toujours forcément un peu d'entretien, c'est une évidence, mais qui, quelque part, nous permettrait non plus de constater que tous les logements deviennent des logements touristiques, mais au contraire de reconvertir des logements touristiques en logements à dimension sociale et résidentielle. Voilà, c'est en ça que je dis qu'à un moment, il faut aussi savoir balayer devant sa porte et que dès l'élaboration de la stratégie, les élus avaient dit « mais on a forcément des logements communautaires disponibles, il faut peut-être déjà qu'on vérifie s'ils sont en adéquation ». Il se trouve que les logements communautaires disponibles, ils sont surtout en zone rurale éloignée de la baie, là où il y a moins de besoins. Donc, il n'y a pas d'adéquation, sauf à demander aux gens de faire 100 km aller-retour par jour, qui nous paraît assez peu cohérent quand on est sur des projections de destinations touristiques durables. C'est tout. Merci Hervé pour ce témoignage inspirant. On voit qu'il y a de l'idée et des gros projets sur le secteur de la baie du Mont-Saint-Michel. Y a-t-il des questions? Est-ce que certains d'entre vous souhaitent rebondir, interpeller Hervé, approfondir certains points? N'hésitez pas. Non? Vous êtes timide? Hervé, est-ce que tu peux juste me rappeler je ne sais plus si tu l'as dit tout à l'heure dans ton exposé, le nombre d'emplois saisonniers à peu près, ça représente combien? On a fait une segmentation, si tu veux, par rapport à l'ensemble des secteurs de l'économie qui ont été étudiés. Là, aujourd'hui, sur les employés saisonniers, on les évalue à peu près 180, 200, qui vraiment nécessitent… En fait, il y a finalement un besoin très existant, hein, c'est une évidence, mais finalement assez limité. Pourquoi? Parce que hors contexte Covid, comme on est à peu près à 50% de clientèle étrangère, on arrive à capter une clientèle quasiment à l'année,
enfin, je dirais à part au mois de janvier où c'est vraiment un mois très, très calme. Ouais. Sinon, des vacances de février aux vacances de Noël, il y a tout le temps du monde au Mont-Saint-Michel. L'intérêt, c'est que ça permet de pérenniser des emplois. Et donc, les groupes hôteliers compris sur le Mont, alors forcément, ils ont un coup de chaud sur la période estivale, hein, puisque je le disais tout à l'heure, on est à peu près à 30% des nuitées sur les seuls mois de juillet-août, des nuitées de l'année. Donc forcément, il y a une montée en puissance sur la période estivale, mais tu as une certaine forme de régularité sur l'ensemble de l'année, qui fait que même si tu es à 50% de Théo dans les hôtels du Mont sur la période de basse saison, il y a toujours des clientèles, notamment asiatiques, japonais, coréens ou sud-américains, qui fait qu'il y a un fond de roulement. D'accord. Et que si on se réfère à 2019, ça n'a pas totalement repris. Hein, le Covid, c'est long de s'en remettre. Mais en 2019, on avait quand même un certain nombre d'hôtels qui étaient ouverts à l'année, avec des établissements capacité de 100 chambres et qui trouvaient quand même leur fonds de roulement, donc qui arrivaient aussi à pérenniser des emplois en CDI. D'autres réactions? A priori, non. En tout cas, je vais passer rapidement la parole à mon collègue Emmanuel pour faire une petite transition par rapport à un point formation que nous on propose, justement sur la question de la formation des travailleurs saisonniers, mais chez nous, dans les offices de tourisme. Donc Manu, si tu veux prendre la parole rapidement. Oui, bonjour à toutes et à tous. Simplement vous rappeler qu'on propose, alors ce n'est pas une formation pour les saisonniers, c'est une formation pour les encadrants, pour les tuteurs. Donc on vous propose cette formation intégrer, préparer et assurer le suivi des saisonniers dans leur mission d'accueil, donc pour les offices de tourisme. Donc ça s'adresse à toute personne au sein des OT amenée à tutorer, encadrer un saisonnier à l'accueil. Donc, rappel des objectifs de la formation, c'est de pouvoir acquérir ou renforcer ses compétences sur méthodes et outils d'accueil et d'intégration des saisonniers, construire le plan d'intégration du saisonnier, voilà, tout ce qui tourne autour du management d'intégration des saisonniers, préparer son arrivée, son accueil, accompagner la prise de poste et jusqu'au bilan de fin de contrat. Voilà. Donc, cette formation aura lieu en présentiel à Caen. C'est le 22 et 23 mars, donc c'est bientôt. Voilà, donc on fait un petit rappel à ce sujet-là. Alors bon, c'est ouvert à toutes et tous. On l'ouvre volontiers au Néo-Aquitaine. Je sais qu'en présentiel, c'est compliqué en termes logistiques pour vous peut-être de venir, mais sachez que ça vous est aussi accessible. Peut-être proposer également, voir avec nos collègues de la MONA, donc si vous avez ce type de formation avec nos collègues de la MONA, foncez-y. Oui. Donc voilà, voilà ce que je veux dire. Je vais vous remettre le lien d'inscription dans le chat, si vous souhaitez vous y inscrire. Donc il n'y a pas de deadline, vous ne vous inscrivez pas la veille, mais jusqu'à la semaine précédente, c'est encore possible de vous inscrire sur la formation. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est animé par Claude-Hélène Pasco, donc c'est une formatrice qu'on a déjà eue à plusieurs reprises, voilà, experte sur les questions d'accueil, de conseil en séjour, voilà, qui a été par le passé directrice d'office de tourisme également. Voilà, je vous mets le petit lien dans le chat. Hop. Et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions complémentaires. Merci Emmanuel. Donc je remercie donc encore une fois chaleureusement Samuel, Stéphane, Hervé pour vos témoignages qui, je l'espère, vous auront inspiré. Alors bien entendu, ce sont des problématiques propres aux deux territoires concernés, que ce soit l'agglo de Rochefort ou la baie du Mont-Saint-Michel. Mais voilà, j'espère que toujours l'intérêt de nos ateliers réseau, de nos webinaires, c'est d'essayer de vous inspirer, de vous mettre en relation. Je pense que d'ailleurs, si vous aviez besoin de questions complémentaires, nos témoins sont prêts à échanger peut-être en off. Si vous pouvez éventuellement déposer vos adresses email dans le chat, enfin voilà, ça peut être
ça peut être l'occasion. Pour rappel, ce petit webinaire est enregistré, donc il y aura la possibilité de le voir en replay depuis notre site internet sur le centre de ressources. Et puis voilà, j'avais un dernier point en lien avec cette question des saisonniers. Je crois, alors on va avoir une communication de la part d'ADN Tourisme et puis des services de l'État qui va arriver dans les prochains jours. Mais la semaine du 3 au 9 avril de mémoire, il y aura une semaine sur la valorisation des métiers du tourisme. Donc, je pense que voilà, il y aura peut-être par rapport à vos têtes de réseau respectives des communications qui vont arriver sur le sujet. Ça va arriver vite dans un mois. Et puis, il y a également le site internet monemploitourisme.fr. Je ne sais pas si vous le connaissez pour certains. C'est un site internet qui est dirigé par l'État, je crois, enfin, quasiment sûr, où dedans, vous pouvez, voilà, justement, pourquoi pas aussi également déposer des offres d'emploi pour des recrutements de saisonniers, puisque je sais que vous êtes aussi confrontés pour certains territoires à des difficultés de recrutement des travailleurs saisonniers dans les offices. Donc, n'hésitez pas à déposer des offres sur ce site-là, sur le site de notre fédération pour les Normands. Au niveau des offices de tourisme qui recrutent des travailleurs saisonniers, nous, on diffuse des offres d'emploi. Il faut savoir que c'est la rubrique la plus consultée de notre site internet, donc il y a de la visibilité. On relaie également sur nos réseaux pro, LinkedIn et Facebook de la Fédé. Donc, n'hésitez pas pour les offices qui veulent effectuer du recrutement. Donc, encore une fois, un grand merci à Hervé, Stéphane et Samuel. Et puis, je vous souhaite, pour ceux que je n'aurai pas l'occasion de revoir prochainement, pour les Othénéo-Aquitains qui étaient présents aujourd'hui avec nous, une très belle saison 2023 avec du monde, de la joie, du soleil dans vos territoires, un peu d'eau aussi, il en faut. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.